reste d'actualité? Il est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'au moment où je l'écrivais, au regard du cheminement de l'Union africaine depuis 10 ans. Dans cet article qui a été rédigé au moment où tout le monde se réjouissait de la renaissance politique africaine, simplement du fait qu'on avait remplacé l'Union africaine, l'OUA par l'Union africaine. L'objectif poursuivi était de faire remarquer aux Africains que l'organe ne crée pas la fonction. Ce n'est pas parce que l'Union africaine est créée que l'Union africaine fonctionne. Or, 10 ans après, on observe bien que l'Union africaine a été effectivement créée. L'intention de susciter un renouvellement, le renouveau politique du continent a été proclamé, mais comme d'habitude, les Africains sont restés au niveau des incantations. Au niveau des incantations et pas des faits. Alors pour nous faire une petite mise en bouche, je vous propose de suivre. Il faut dire que ce 17e sommet de l'Union africaine avait pour thème l'accélération de l'autonomisation de la jeunesse pour un développement durable. Et à ce sujet, plusieurs chefs d'État africains ont pris la parole. Je vous propose très rapidement un morceau choisi des différents chefs d'État africains à ce sommet et nous revenons sur le plateau de Sans Rancune. À tout de suite. Nous devons travailler ensemble. Nous devrions faire en sorte que l'Afrique ait une jeunesse responsable, décomplexée, surtout. Pas comme nous. Nous sommes complexés. La jeunesse doit être une jeunesse décomplexée face au reste du monde. Et une jeunesse responsable. Surtout une jeunesse qui travaille. Une jeunesse qui travaille, qui a l'amour du travail. Une jeunesse qui réussit. Une jeunesse qui se bat. C'est à ce prix-là que vous allez changer l'Afrique. Même pas en faisant la tête. Merci. Lorsqu'on sait que la jeunesse, les moins de 35 ans, représente 62% de la population en Afrique, on ne peut que mesurer l'importance et l'urgence des problèmes ainsi posés. Quels sont ces problèmes? En premier lieu, le chômage des jeunes, qui atteint dans la plupart de nos pays des taux très élevés. Il touche aussi bien les diplômés que ceux qui sont sortis du système scolaire sans formation. Il est responsable de la pauvreté d'une grande partie de la jeunesse et, plus grave encore, amène celle-ci à s'interroger sur son avenir. Mais aussi l'inadaptation de nos systèmes éducatifs qui ne préparent pas notre jeunesse comme il le devrait à la vie professionnelle. Également, le sentiment que nos jeunes ont de rester en marge de la société, faute de pouvoir faire suffisamment valoir leurs droits civiques, politiques et sociaux. De même, l'impression qu'ils ont que l'environnement économique de nos pays leur est défavorable, ce qui peut les conduire à l'exode rural ou à l'émigration clandestine. Enfin, la situation sanitaire de la jeunesse africaine, particulièrement menacée par l'extension de l'infection par le VIH-Sida. Je voudrais donc donner quelques éléments de mon programme de gouvernement. Et ce programme prévoit sur 5 ans une meilleure accessibilité aux structures d'éducation, de formation qualifiante, de santé, d'information, de communication, prenant en compte les nouveaux métiers d'aujourd'hui et de demain. Une dynamisation des dispositifs de placement des jeunes à la recherche d'emploi. Mais surtout, nous avons prévu pour la période 2011-2015 la création de 1 million d'emplois, surtout pour les jeunes, et une dotation de 1,2 milliard de dollars pour les investissements en matière de formation, mais également pour les appuis aux associations. Malgré les conséquences néfastes de la crise post-électorale, qui, selon nos premières estimations, ont déjà coûté plus de 10% du PIB de la Côte d'Ivoire et une baisse du taux de croissance de près de 5 à 7% cette année, le gouvernement a déjà décidé d'octroyer près de 100 millions de dollars aux PME pour les aider à traverser cette période.
Effectivement, c'est mon premier sommet en tant que chef d'État. Je suis globalement satisfait des conclusions de ce sommet. D'abord sur le thème relatif à l'autonomisation des jeunes. Des décisions importantes ont été prises par rapport, premièrement, à la formation professionnelle et technique des jeunes et par rapport à l'emploi des jeunes. Parce qu'un des problèmes auxquels les jeunes sont confrontés, c'est le problème de chômage, c'est le problème d'emploi. Aujourd'hui, 71% des jeunes africains vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc par rapport à ce thème, les chefs d'État ont décidé de s'engager à fond pour satisfaire les revendications de la jeunesse africaine. De retour, madame, monsieur, sur le plateau de Sans Rancune. Alors, docteur Fogué, on se rend compte que vous n'êtes pas très enthousiaste quand il s'agit de l'Union africaine, mais on se rend aussi compte que, quoi qu'on dise, ça bouge un peu. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a véritablement pas de motif d'espoir? Là, on l'a vu, des prises de parole fortes. Le président Déby, par exemple, qui dit qu'il faut décomplexer l'Afrique. Il reconnaît que les dirigeants actuels sont complexés. C'est des discours qu'on n'a pas souvent eu à entendre. Je ne sais pas que je ne souhaite pas que l'Afrique évolue. C'est simplement que j'observe que depuis 10 ans, si on s'en tient à la création de l'Union africaine, les chefs d'État africains vont de tribune en tribune, mais que rien ne se passe concrètement. C'est une chose très agréable d'apprendre qu'il faudrait que les jeunes se décomplexifient. D'abord, faudrait-il que les États africains se décomplexifient pour que ensuite suivent leurs dirigeants et qu'enfin la jeunesse arrive derrière. M. Déby, lui, demande aux jeunes de se décomplexer. Peut-être que lui veut le chemin inverse et se dit que si les jeunes sont décomplexés, ils prendront les choses en main et que peut-être les États suivront forcément pour rester populaire à la base. Mais l'action est d'abord du ressort de l'État, de ceux qui sont aux affaires. Mais peut-être qu'il se dit que ce n'est plus possible pour eux, parce que quand il le dit, nous sommes complexés. Il se dit que la nouvelle génération, peut-être qui aura peut-être moins de contraintes, qui aura peut-être moins de liens avec les anciennes puissances coloniales, pourra peut-être mieux agir. Non, je pense qu'on est là, quand on parle de l'Union africaine, il ne faut pas qu'on transporte le discours social qu'on peut entendre ici et là à l'intérieur des territoires au niveau de l'Union africaine. Au niveau de l'Union africaine, on est dans une organisation intergouvernementale. C'est-à-dire qu'il n'y a que les États qui sont membres de l'organisation. Donc, la décomplexification, l'appel du président Déby concerne, si on considère la tribune en premier chef, les États et non les jeunes qui ne sont pas membres de l'Union africaine. Donc, il me semble que les Africains, comme d'habitude, les dirigeants africains, comme d'habitude, ont l'air de proposer de bonnes solutions, de mauvaises solutions à de vrais problèmes. Pourquoi est-ce que les jeunes Africains seraient complexés? Leur situation matérielle, leur situation intellectuelle les complexe. S'il faut comprendre pourquoi ils sont complexés. Un jeune étudiant de N'Djamena ou de Yaoundé aujourd'hui, bon, on lui délivre des diplômes qui ne reflètent pas vraiment le volume de ce qu'il doit savoir pour affronter la compétition internationale d'un jeune du même niveau qui est formé à Paris, à Londres ou au Botswana. Donc le complexe, il est lié à la situation des jeunes, à la qualité du savoir qu'ils ont, parce que pour se décomplexer, c'est d'abord à partir d'un savoir. Or, le savoir qui est donné à nos jeunes aujourd'hui ne leur permet pas de se prendre en main, de s'assumer, d'affronter d'autres jeunes, d'autres continents pour aguerrir, pour démontrer ce qu'ils sont capables de faire. Si on considère la situation matérielle de nos jeunes, mais leur situation matérielle est terrible. Quand on considère un pays comme le Cameroun, on lance un concours pour 25 000 jeunes et qu'on reçoit près de 400 000 demandes. Mais enfin, vous vous rendez bien compte que leur situation... Que la situation est... Alors, je voulais donner la parole à M. Philippe Moudier pour... On ne l'a peut-être pas suffisamment dit au niveau du sommet de Malabo, mais il faut le reconnaître qu'en coulisses, les organisateurs ont reconnu que la raison du choix de ce thème consacré à la jeunesse a été inspirée aussi par tout ce qu'on a eu à vivre, notamment en Égypte, en Tunisie et plus récemment au Sénégal où il y a une révolution, où il y a des jeunes justement qui se plaignent. Est-ce que le fait que l'Union africaine décide de consacrer toute une session comme ça
même si la Libye, on va en parler tout à l'heure, a éclipsé carrément le thème du sommet, n'est pas signe que les chefs d'État ont pris conscience qu'il faut désormais composer avec la jeunesse? Inspiré ou pas, je voudrais d'abord dire qu'heureux, n'est-ce pas, qu'il y ait eu un débat sur la jeunesse. Mais je souhaiterais d'abord faire un commentaire par rapport à l'intervention du docteur Fogwe tout à l'heure, s'agissant de l'Union européenne, de l'Union africaine. Je voudrais dire qu'il faut être indulgent avec nos organisations internationales. Parce que les organisations internationales de coopération ou d'intégration sont tout bien considérées des acteurs de deuxième plan sur le plan international. Les acteurs de premier plan, ce sont les États qui disposent d'un territoire, qui disposent d'une armée, qui disposent des moyens de leur politique, alors que les organisations internationales dépendent des moyens que les États veulent bien leur donner. Et puis, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, d'être un serviteur d'une organisation internationale, parce que vous subissez des pressions de différents États qui viennent avec des intérêts, disons, nationaux différents les uns des autres. À l'OMC, par exemple, vous constaterez que tout le monde fait pression sur tout le monde. J'utilise là les termes d'un journaliste qui l'a constaté. Donc, il faut être indulgent avec les organisations internationales, d'abord parce que ce sont des acteurs de second plan, et ensuite, il faut dire que nos organisations internationales sont relativement jeunes. La scène internationale telle que nous la vivons aujourd'hui, c'est celle qui a été imaginée, qui a été rêvée par le président américain Woodrow Wilson au lendemain du traité de Versailles en 1914. Donc elles sont relativement jeunes, elles se cherchent encore. Donc je crois qu'il faut avoir un peu de tolérance. Maintenant, pour revenir à votre question, pour ma part, je pense qu'il était temps. Parce qu'il y a un débat national, par exemple, sur la dette, sur l'environnement, mais il n'y a jamais eu un débat sur les jeunes. Or, aujourd'hui, nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous allons laisser à nos jeunes. Prenez par exemple le problème de l'endettement. Vous avez des États qui sont hyper endettés aujourd'hui, mais c'est nos jeunes qui payeront ces dettes. Donc, je dis heureux même, inspiré ou pas, heureux que ce problème des jeunes soit venu sur la table des chefs de l'État. Oui, Xavier voulait poser une question. Lorsque vous ne trouvez pas que c'est une excuse tout le temps de dire que les États africains sont jeunes, les associations continentales sont jeunes, lorsque vous prenez par exemple les embryons de l'Union européenne, elles sont des années 50. Les embryons, la réalité même de l'Union africaine, aujourd'hui, passant par l'Organisation de l'Union africaine, c'est de 1960, 63. Donc la différence d'âge n'est pas de plus de 10 ans. Or, aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une réalité, avec une monnaie, pratiquement avec une armée. L'OTAN est là, si vous voulez. Et l'Afrique se cherche encore. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là un problème plutôt d'individualisme, d'égoïsme, plutôt que de jeunesse? Pas du tout. Je reviendrai d'ailleurs, vous me permettez de revenir, de vous donner un fond historique sur l'époque dans laquelle nous vivons. C'est l'époque contemporaine. Elle commence en 1789, officiellement, avec la Déclaration des droits de l'homme. C'est 200 ans seulement. Sur l'échelle de l'histoire, c'est tout petit, parce que l'histoire commence 3000 ans avant Jésus-Christ, lorsqu'on invente l'écriture. Donc c'est 5000 ans. À l'échelle de l'histoire, c'est 5000 ans. L'époque contemporaine, c'est 200 ans. Et quand vous situez même l'époque contemporaine dans l'échelle, l'époque historique dans l'échelle de la saga humaine, c'est 30 000 ans. Et au cours de cette époque contemporaine, c'est-à-dire 200 ans, l'humanité a fait des pas de géant. C'est en 1789 qu'a lieu enfin la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avant cela, nous vivions dans un monde semi-esclavagiste, un monde militariste. Par exemple, si vous étiez né fils d'esclave, vous étiez condamné à être fils d'esclave. Vous étiez condamné à mourir esclave. Si vous étiez né fils de cordonnier, vous étiez condamné à être cordonnier. Or, en 1789, la France nous dit, à partir de maintenant, nous sommes tous égaux en droit. Et donc, c'est un pas géant. Et c'est ce qui permet, nous parlons peut-être de mon livre tout à l'heure, c'est ce qui permet à quelqu'un comme Pompidou, qui est fils de paysan, arrière-fils de paysan, de devenir président de la République. Donc, je dis,
il faut relativisons les choses. Voilà. Nos États n'ont encore que 50 ans. Docteur Foguet voulait absolument... Non, je voulais dire tout simplement que c'est bien que nous célébrions le fait qu'on ait enfin parlé des jeunes, mais ce n'est pas la première fois. Il y a quelques années, il y a eu le sommet France-Afrique, ça c'était dans un autre cadre, où on a vu sur une scène plutôt surréaliste des jeunes Africains appeler au secours le président français et les présidents africains applaudir à tout rompre. C'est-à-dire quoi? Les jeunes Africains considéraient que leur président ne pouvait plus répondre à leurs doléances et interpeller le président Chirac. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène. C'est d'ailleurs une jeune Camerounaise qui était porte-parole. Voilà. Donc, c'était une scène surréaliste des dirigeants africains qui, manifestement dépassés par le problème jeune, laissaient donc les jeunes ou mandater les jeunes Africains pour qu'ils aillent soumettre leurs problèmes plutôt au président d'un pays ami de l'Afrique. Donc, il me semble que parler, ce n'est pas poser des actions. Les Africains parlent. Ils parlent et ils parlent encore, mais rien n'est fait de concret. J'en veux pour preuve. Le sommet de Malabo lui-même pose problème. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent un peu le contenu de l'acte constitutif de l'Union africaine, c'est en quelque sorte la constitution de l'Union africaine. C'est un acte qui est essentiellement porté vers des valeurs démocratiques. C'est un acte qui célèbre la démocratie. Tout est fait dans cet acte pour que tout dirigeant africain soupçonné d'avoir des actions antidémocratiques soit banni. Lorsqu'on va tenir le sommet de l'Union africaine à Malabo, qu'est-ce que nous célébrons? La démocratie ou alors des régimes autoritaires? Il me semble que nous ne sommes pas conséquents envers nous-mêmes. Si l'Union africaine a résolument pris l'option de la démocratie, l'Union africaine ne devrait pas aller à Malabo. Donner un blanc-seing à M. Obiangema pour... Qu'est-ce que vous pouvez imaginer que pensent les opposants équato-guinéens lorsque l'Afrique vient célébrer la démocratie à Malabo? Voilà les contradictions même de l'Union africaine. D'accord. Alors, je voudrais peut-être, pour sortir sur la question de la jeunesse, et puis après on va parler d'autre chose, relever justement que lors de ce forum entre la jeunesse et les dirigeants africains qui a été très très animé, on a eu vraiment de belles prises de parole du côté de la jeunesse ainsi que des dirigeants. Et il y a quelque chose qui revient à chaque fois, un peu comme une menace aujourd'hui à peine voilée de la jeunesse, parce qu'un jeune a encore ressorti la même phrase: si vous ne vous occupez pas de nous, nous vous occuperons de vous. Et le président Amadou Toumani Touré du Mali a répondu: avant de vous occuper de nous, occupez-vous d'abord de vous. Est-ce que justement cette réplique du président Toumani Touré ne pose pas aussi un autre problème? Parce que ne faisons pas comme si la jeunesse africaine était exempte de tout reproche, était vraiment dans une situation qu'il fallait à chaque fois plaindre. Est-ce que forcément les jeunes doivent attendre qu'on vienne à leur secours? Mais permettez que je dise un mot. Cette jeunesse africaine que vous semblez décrier, elle n'est que le produit de l'éducation que les parents, les familles, les États leur ont donné. Il me semble que ce serait quand même prendre la conséquence pour la cause que de mettre les jeunes, rendre les jeunes responsables de la situation qu'ils vivent, de la situation dramatique. La plupart de ceux qui dirigent, ils étaient aux affaires à 25 ans. Ils n'ont pas passé des concours exceptionnels, ils n'étaient pas des dieux pour être aux affaires à 25 ans. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui ont 40 ans, mais qui n'ont jamais une fiche de paye. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils doivent créer, voilà, pour éviter d'avoir à aller chercher l'emploi. Quelles sont les conditions mises en place par les États pour permettre à ces jeunes de s'auto-employer? Je ne veux pas ramener ça à l'échelle du Cameroun ou de tout, mais c'est un problème de l'échec des politiques économiques de nos différents pays. Monsieur Moudi, sur la question rapidement, et puis on va marquer un arrêt. Oui, l'intervention du Dr Fogueramot en écho, les problèmes qu'a connu la France dans les années 62. La France avait pratiquement le même problème. La France a encouragé des formations générales au détriment des formations techniques.
Et le problème a ressurgi en 1968, parce qu'à Nanterre, par exemple, vous aviez des sociologues, des journalistes, bref, qui se sont révoltés. Et c'est ça qui a entraîné les événements de mai 68. Mais par rapport